Bonjour à tous. Nous, on va vous parler de l'apraxie primaire progressive de la parole, donc l'APPP. On servira de ce sigle-là pour la suite de notre présentation. Alors, qu'est-ce que l'APPP ? Donc, c'est un syndrome neurodégénératif dans lequel l'apraxie de la parole serait le symptôme initial et l'évolution de ce syndrome pourrait aller jusqu'à un mutisme total ou une anartrie complète, donc une incapacité de parler ou d'articuler. Mais qu'est-ce que l'apraxie de la parole ? L'apraxie de la parole, c'est donc un trouble de la programmation motrice qui peut se traduire par notamment des dissociations automatico-volontaires. Donc, par exemple, le patient sera capable de dire au revoir en contexte, en discussion par exemple, mais quand on lui demandera sur commande, il aura des difficultés. Ça se traduit aussi par un tâtonnement articulatoire et par des erreurs articulatoires inconsistantes, ainsi que des troubles de la prosodie, donc de la mélodie de la parole, du débit, etc. Donc pourquoi est-ce qu'on a choisi cet article ? Tout d'abord, puisque la prévalence de cette pathologie est assez faible. On a recensé 3000 à 4000 cas en France. Et donc on a jugé utile de vous sensibiliser à cette pathologie. Ensuite, la frontière est assez faible entre la PPP et d'autres maladies neurodégénératives, où la communication est également altérée. Et l'aspect progressif de la maladie fait qu'il n'y a pas d'élément déclencheur ou de phase aiguë. Donc cela retarde la première consultation chez le thérapeute ou chez un logopède. Enfin, le diagnostic précoce est essentiel pour cette pathologie. Donc, au niveau de l'étude, on a recensé différents objectifs. Le premier était d'illustrer l'importance de l'évaluation fine du langage et également de la parole pour la pose du diagnostic de cette pathologie. Un autre objectif était aussi de suivre une patiente, donc c'était une étude de cas unique pendant 5 ans, et donc de voir son profil communicationnel, voir l'évolution de ce profil communicationnel. Et enfin, un dernier objectif était de démontrer qu'un diagnostic précoce était indispensable pour une prise en charge adaptée. Donc, au niveau de la méthode, les auteurs ont effectué des évaluations périodiques en neurologie et en logopédie qui permettaient de suivre l'évolution de la patiente au niveau de ses capacités mnésiques, du langage et de sa parole. Et enfin, les différentes hypothèses diagnostiques posées à travers le temps ont également été rapportées dans le papier. Donc, comme Julie vous l'a dit, ici on a une étude de cas unique. GS est une ancienne chauffeuse de taxi pour l'anecdote. Elle est référée fin 2011 en neurologie à l'âge de 63 ans. Ses plaintes principales sont une apparition graduelle de paroles saccadées et de manque du mot. Elle a vraiment des difficultés à se faire comprendre par ses interlocuteurs. Elle a par ailleurs aucune difficulté de compréhension de lecture ou d'écriture. En 5 ans, 5 hypothèses diagnostiques ont été posées pour le KGS. D'abord, on a pensé, ici vous voyez, après 2 ans, à une démence frontotemporale ou démence de type Alzheimer. Ensuite, au bout de la 3e année, on a pensé à une aphasie primaire progressive, non spécifique. Ensuite, à la 4e année, une aphasie primaire progressive de variante non fluente, pour enfin arriver au bout de 5 ans à l'APPP, donc l'apraxie primaire progressive de la parole. On trouve ça dommage pardon, on a trouvé ça dommage qu'il ait fallu 5 ans pour déboucher sur le bon diagnostic. Et on a pensé aussi, on a jugé intéressant de vous montrer en fait le diagnostic différentiel entre APP et APPP, puisque pendant 2 ans, on s'est quand même orienté sur l'APP et non sur l'APPP. Donc Julie va vous présenter ce diagnostic différentiel. Donc, on a mis ici en rouge l'APPP, donc ce que notre patiente a eu rétrospectivement, et puis en bleu l'APP non fluente, donc l'aphasie primaire progressive. Donc, ces deux maladies se ressemblent puisque ce sont toutes deux des maladies neurodégénératives où il y a vraiment un aspect progressif avec la communication qui est gravement altérée. Et toutes deux présentent aussi une apraxie de la parole. Sauf que pour la PPP, donc en rouge, l'apraxie de la parole apparaît de manière isolée et dès le début de la pathologie, c'est un symptôme qui est le plus sévère en fait. Alors que pour la PPP, donc l'aphasie primaire progressive en bleu, on a souvent des troubles cognitifs ou langagiers qui sont associés et le facteur
type de l'aphasie primaire progressive serait plus de l'agrammatisme, alors qu'en APPP, on a plus une apraxie bucco-faciale. Et enfin, pour l'âge d'apparition de ces deux maladies, pour la PPP, elle apparaîtrait plus tardivement que l'aphasie primaire progressive. Venons-en aux résultats. On a observé chez GS une réelle stabilité au niveau du langage. Donc en fait, on peut voir aux différents temps, donc temps 1, 2, 3, 4, 5, qu'il y avait une réelle stabilité, donc une aisance au niveau de la compréhension écrite et orale, linguistique, production orale, lexique, syntaxe, sémantique et écriture. Le seul bémol qu'on voit ici, c'est en écriture, parce que GS souffre d'une apraxie de la parole. Pardon, apraxie motrice. Voilà. En contraste avec une réelle dégradation au niveau de la parole. Donc, on voit au temps 1 et 2 de mesure que l'articulation et la prosodie sont réellement difficiles et elles se dégradent. La prosodie, c'est la mélodie de la parole, entre autres, et les diadococinésies. Donc, on demande à la patiente de faire des diadococinésies, donc des pataka, pataka, parce qu'on demande des répétés et alternés. Et en fait, c'est très lent, très compliqué pour GS. Et elle souffre également de troubles spastiques, donc une rigidité au niveau des articulateurs. Au niveau des MOB, donc des mécanismes oropériphériques, c'est très spastique comme je viens de le dire. Il y a un voisement qui est possible. Pourquoi au temps 3, on remarque que la dégradation s'empire encore plus? C'est parce que la patiente GS devient en fait réellement inintelligible, donc on ne comprend même plus un oui et un non. On n'arrive même plus à faire la distinction entre les deux. Donc voilà, ici on voit globalement ses performances aux différents temps. Donc on voit une stabilité pour sa capacité sémantique et sa mémoire épisodique, donc en vert et en mauve, avec en parallèle une chute de ses performances au niveau de la vitesse d'articulation, donc qui a été évaluée par les diadococinésies, comme Valentine l'a dit, et une chute aussi au niveau des praxies bucco-faciales en rouge, c'est ce qu'on remarque le plus. Donc voilà, en somme, on a une préservation de ses composantes langagières et de sa mémoire épisodique avec, en parallèle, une atteinte progressive de sa parole qui se traduit notamment par une diminution grandissante de son intelligibilité et puis des indices de spasticité grandissants qui évoluent jusqu'à une anartrie complète, donc une incapacité d'articuler. Donc, dans cette étude, on retire 3 profils principaux d'APPP. Donc, un premier serait avec une atteinte articulatoire, un deuxième avec une atteinte prosodique, et puis un troisième avec un profil mixte, donc où les 2 composantes seraient atteintes. Et puis avec en parallèle des troubles associés ou non. Ici, GS n'avait pas de troubles associés, donc c'était un cas pur. En conclusion, 3 points sont importants à retenir pour nous. Donc, voilà, ce qu'on voudrait vous faire passer comme message, c'est l'importance de l'évaluation fine du langage d'une part et de la parole de l'autre côté, qu'il y a une stabilité au niveau du langage et une dégradation au niveau de la parole, que c'est un diagnostic différentiel qui est difficile à faire, la PPP, et il existe une échelle qui analyse déjà les spécificités au niveau des maladies neurodégénératives, mais elle est non spécifique à l'APPP et on pense que ce serait intéressant d'en créer une plus spécifique donc à l'APPP afin de diagnostiquer plus tôt cette maladie. Ce qu'on voudrait que vous ressortiez de notre présentation et que vous reteniez surtout, c'est l'importance de l'apraxie de la parole comme symptôme initial et dominant dans l'APPP. C'est important aussi de retenir cette dissociation entre l'APP et l'APPP et de pouvoir distinguer les deux afin justement de pouvoir agir en connaissance de cause et non d'arriver à 5 ans avec 5 hypothèses différentes et de déboucher sur la bonne à la 5e année. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions.